tous, merci d'être parmi nous aujourd'hui en cette fin de mois de mars qui annonce le printemps. Bienvenue à l'événement Court-Circuit, 15 minutes avec Cathy Begg, qui est un événement mensuel organisé par Tesla RP. Mon nom est Kate Montet, je vais être l'animatrice aujourd'hui. Je suis directrice affaires publiques chez Tesla RP. Donc, un petit rappel sur l'événement. C'est un événement qui dure 15 minutes top chrono. On ne prendra pas trop de votre temps. Je commence le 15 minutes après mon introduction pour laisser de la place à notre invité quand même. Si vous le désirez, vous pouvez poser des questions dans la petite boîte qui est Q et R dans la barre en bas de votre fenêtre Zoom. Si on a le temps d'y arriver au courant de la discussion puis qu'on a besoin d'alimenter ou qu'il y a des questions très pertinentes, je vais aller les chercher. Cependant, étant donné le temps limité, parfois on n'a pas le temps d'aller chercher les questions des participants, mais je m'engage à répondre à tout le monde à la fin de l'événement s'il y a des questions qui sont restées en suspens. Sinon, vous pouvez aussi nous envoyer vos questions puis vos commentaires après l'événement à info@teslarp.com et on va s'assurer de vous revenir. Donc, sans plus tarder, je vous présente notre invitée aujourd'hui. Très contente de l'avoir parmi nous, Mme Cathy Begg, qui est présidente de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Elle a été nommée en poste à tout juste 35 ans, fait assez extraordinaire, alors qu'en plus, l'organisation était dans une tourmente médiatique, comme on le sait tous, à la suite de la commission Charbonneau. Mais avant son élection à la présidence, il faut le rappeler, Cathy Begg a fait une carrière en ingénierie au sein d'entreprises multinationales comme IBM, Johnson & Johnson, dans une PME bien de chez nous, montréalaise, PyroGenesis, qui d'ailleurs poursuit une grande croissance, et pour Aéroport de Montréal. Ses réalisations ont d'ailleurs été reconnues par l'École de technologie supérieure, qui lui a remis un doctorat honoris causa juste le mois dernier. Donc, félicitations, belle reconnaissance. Par la Fédération des chambres de commerce du Québec avec le prix Mercure pour son leadership. Par Ingénieurs Canada, qui lui a attribué le titre de Fellow. Et par l'Académie canadienne du génie, qui lui a également attribué le titre de Fellow. Elle a également fait partie de la liste 2019 de la fameuse liste Canada's Top 40 Under 40. Et finalement, elle est diplômée de Polytechnique Montréal en génie chimique et de HEC Montréal en administration des affaires. Mais en plus, elle s'est rajoutée une certification en gouvernance du Collège des administrateurs de société de l'Université Laval pour couvrir tous les angles pour devenir une dirigeante aguerrie. Donc, ce mois-ci, mois de mars, qui a quand même été... il nous a donné quand même de la discussion au niveau du discours public sur la place des femmes dans notre société. Malheureusement, ça a été beaucoup pour des questions un peu sombres et tragiques dans les dernières semaines. Mais aujourd'hui, on s'est dit qu'on se concentrerait sur un aspect un peu plus positif, c'est-à-dire on va parler de leadership au féminin. Donc, on sait que les grandes entreprises, tant publiques que privées, se fixent toujours des objectifs de mixité au sein de leur conseil d'administration. Mais on est encore loin de la parité, il y a encore du travail à faire. Donc, aujourd'hui, on voulait se demander quels sont les obstacles qui persistent en 2021 pour que les femmes aient leur plein rôle à jouer et qu'elles sentent une facilité d'accéder à ces postes-là. Donc, on a l'invitée parfaite aujourd'hui pour parler de ça, qui a évolué dans un domaine à prédominance masculine. On ne se le cachera pas, l'ingénierie, c'est quand même beaucoup encore un milieu d'hommes. Mais clairement, elle a su prendre sa place en devenant, entre autres, la présidente il y a quelques années. Mais votre cheminement n'a pas été sans embûche non plus, puis c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. On va en parler. Donc, je me tais sur ce et je vous demande, peut-être qu'on peut commencer par parler un peu du milieu de l'ingénierie, puis de la place qu'occupent les femmes dans ce milieu-là, puis les obstacles, puis les raisons pourquoi peut-être les femmes s'y dirigent de façon moins nombreuse. Bien, merci premièrement pour l'invitation. Ça me fait très plaisir d'être ici. Effectivement, je navigue dans un milieu principalement d'hommes. Donc, à l'Ordre des ingénieurs du Québec, on est environ 65 000 professionnels du génie. Et dans ces 65 000, il y a seulement 15 % de femmes. C'est sûr que ça a évolué à travers les années. En 89, on était à 4 %. Fait qu'il faut voir la progression. Mais si on se compare aujourd'hui, en 2021, avec les autres professions, plusieurs ont atteint les 50 %, mais pas nous. Donc, il reste vraiment du chemin à faire. Et si on regarde les nouveaux gradués qui viennent à l'Ordre, on est seulement à 20 %. Donc, on voit qu'il y a encore du travail à faire pour atteindre une forme de parité. Il y a un objectif d'Ingénieurs Canada qui vise à avoir 30 % de femmes d'ici 2030 dans les nouvelles inscriptions. Et c'est important de mentionner que ce n'est pas juste un problème au Québec, un défi, c'est à travers le Canada et tout le Canada s'est inscrit dans ce mouvement-là. Maintenant, la question est super pertinente qui est
qu'est-ce qui fait que les jeunes filles ne viennent pas dans la profession? Parce qu'on a beau se mettre une cible, maintenant, il faut mettre des plans pour atteindre cette cible-là. Personnellement, je pense que c'est parce qu'ils ne connaissent pas cette belle profession, que la profession d'ingénieur, c'est une profession qui ouvre tellement de portes et qui donne tellement de possibilités d'impact au niveau de la société. Donc, très certainement une méconnaissance de la profession, de ce que fait réellement un ingénieur. Plusieurs ont l'air de penser qu'on travaille juste avec des machines ou des robots, alors que dans les faits, il y a un côté humain super important. On travaille en équipe, on a un réel impact social. Et l'autre raison, il y en a plusieurs, mais les principales, lorsqu'on parle à des jeunes filles, le manque de modèles féminins. Donc, elles ont de la difficulté à se projeter dans ce rôle-là. Elles ont beaucoup de préoccupations sur les barrières de la profession. Ne savent pas trop vers qui se tourner pour savoir est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que c'est possible d'avancer dans la profession d'ingénieur. Donc, manque de modèles, méconnaissance de la profession sont certainement deux enjeux importants. Mais je tiens à dire que les femmes qui ont fait le choix d'aller en ingénierie sont très heureuses parce qu'on fait des sondages à tous les 2 ans et on veut ce qu'il y a de mieux pour nos enfants, on s'entend. Et 87 recommanderaient à leur fille la profession d'ingénieur et plus de 84 se disent heureuses. Fait que vraiment, je pense que c'est un beau milieu. Il faut juste trouver un moyen d'attirer les jeunes filles vers notre profession. D'après vous, ça commence à quel âge, attirer les jeunes filles, leur mettre dans la tête ces possibilités-là? Très, très jeune, le plus jeune possible. En fait, nous, on a 3 initiatives, mais on est d'avis qu'on ne commence pas assez jeune. Plus tôt ça commence, mieux c'est. Faire des sciences avec les jeunes enfants, je pense que déjà là, c'est un point important. Ouvrir le discours sur l'importance des sciences, la place des femmes, que les femmes ont le droit d'être là aussi. Moi, j'ai 2 jeunes enfants, 8 et 10 ans, et j'ai déjà commencé à en parler avec ma fille. Je vous dirais que j'ai du chemin à faire parce que pour l'instant, elle me dit qu'elle ne veut pas devenir ingénieure, mais il y a de l'espoir, elle est jeune encore. Donc, moi, je dirais le plus tôt possible, c'est le mieux. Puis nous, par contre, au niveau de l'ordre, on a 3 initiatives. On en a une au secondaire parce qu'on a essayé d'aller voir les moments clés. Donc, tu sais, au secondaire, il y a un moment où on doit choisir si on prend les mathématiques fortes, les sciences fortes ou non. Donc, on intervient juste avant ça pour être certaine qu'elles se gardent ces portes ouvertes-là et qu'elles font ce choix-là. Au cégep, évidemment, quand on choisit notre programme à l'université. Donc, on fait des présentations là. Et à l'université, c'est plus un programme de rétention du mentorat pour être sûr qu'elles ont des femmes à qui s'adresser si elles ont des enjeux, des préoccupations. Mais la réponse à ta question, le plus jeune possible, c'est le mieux. Ah, mais je pense que vous avez raison, ne serait-ce que dans les livres là, qu'on leur montre quand ils sont tout petits, là, d'avoir des exemples vraiment variés pour qu'ils puissent se projeter et se voir dans plein de choses différentes. Là. Mais c'est de moins en moins populaire, là, les livres petits garçons, les livres petites filles. Là, on essaie de plus en plus là, de faire des livres pour les deux. Donc, je pense qu'en effet, il faut que ça commence assez jeune. Mais vous, personnellement, à quel moment dans votre cheminement vous vous êtes rendu compte que vous étiez intéressé par un milieu qui était masculin, mais aussi à quel moment vous vous êtes rendu compte qu'il y aurait peut-être plus d'embûches pour une femme dans votre désir d'accession au leadership dans votre domaine? Moi, j'ai été naïve pendant longtemps. Jeune, moi, j'étais attirée par les séances d'entrée de jeu parce que j'étais bonne là-dedans. Souvent, on choisit la voie la plus facile. Je suis bonne là-dedans, on continue, nanana. Je vais au cégep en sciences po. Je savais que la médecine santé, ça m'intéressait plus ou moins. Mon petit côté hypochondriaque, toutes ces choses-là, je me disais, ouais, pas sûr que c'est ma place. Donc, ça va être plus les sciences appliquées, mais je ne savais pas exactement qu'est-ce que j'allais faire exactement. Et puis, j'ai ma bonne amie avec qui j'étudiais au cégep qui m'a dit « Hey, moi, je vais faire génie mécanique à Polytechnique. » Puis, je le dis souvent. Au début, j'étais gênée de le dire, mais là, j'ai regardé que plusieurs personnes, tu sais, la même chose. J'ai ouvert la revue de Poly. Il y avait génie chimique, puis moi, j'étais bonne en chimie. Fait que j'ai dit hey, « C'est quoi, je vais faire ça? » Mais j'avais aucune idée réellement de ce que faisait un ingénieur. Mais vraiment, là. Donc, mais j'avais l'image que les ingénieurs, par contre, avaient de l'impact, qu'il y avait beaucoup de portes, beaucoup de possibilités de changer les choses. Puis ça, c'était suffisant pour moi pour m'accrocher à aller en génie. C'est donc comme ça que j'ai commencé ma grande aventure d'ingénieur. Je dirais que moi aussi, c'est à peu près comme ça que j'ai choisi mon programme à l'université, mais bon, on ne peut pas être les seuls. Fait que vous comprenez pourquoi maintenant on fait des présentations au cégep, juste avant qu'ils fassent leur choix pour qu'ils puissent faire un choix éclairé. Parfait. Puis c'est ça, puis à quel moment là, dans votre cheminement, là, vous vous êtes dit, ça va peut-être être plus difficile pour moi, peut-être que ma voix est plus difficile à faire entendre ou peut-être qu'il faut que je fasse plus de bruit que les autres là, pour me faire entendre?
Ouais, moi, j'ai été élevée par une maman qui était féministe, mais tu sais, vraiment féministe, qu'elle s'affirmait, puis les femmes, il faut qu'on soit indépendantes et tout ça. Puis j'ai tout le temps eu ce discours présent-là dans la maison. Puis je me suis jamais sentie traitée différemment plus jeune parce que j'étais une femme. La première fois que j'ai senti puis que j'ai réalisé qu'il y avait une différence au niveau de la perception, c'est à l'université quand j'ai commencé à Polytechnique. J'ai quand même un certain leadership. J'aime pas être la leader de tous les groupes. J'aime être la leader lorsque je sens qu'il y a un manque que je pourrais vraiment aider. Mais si quelqu'un qui a un leader fort, souvent, ça ne me dérange pas de le laisser aller. Moi, ce que je veux, c'est que les choses soient bien faites. Et là, j'étais dans des équipes où, je veux dire, ça allait pas aussi rondement que j'aurais aimé et je me présentais pour être soit la chef de projet ou la directrice de projet. Puis c'est un milieu d'hommes. C'était beaucoup d'autres hommes dans l'équipe avec moi. J'étais la seule fille et jamais on me choisissait. Je me suis demandé pourquoi. Puis j'ai commencé à réaliser que c'était peut-être parce que j'étais la fille du groupe, puis que naturellement, instinctivement, ils ne voulaient pas nécessairement me choisir. Et donc, quand je me présentais, j'arrivais préparée. Je disais, je vais être la directrice parce que je vais faire telle chose. Et malgré ça, je n'étais pas choisie. Puis il y avait l'autre gars à côté qui faisait juste se présenter, qui était choisi. Et là, j'ai commencé à réaliser que, écoute, être une fille dans un milieu d'hommes, ça sera peut-être pas facile. Et pour pallier à ce moment-là, tu sais, j'ai dit non, je ne vais pas me faire avoir. Puis c'est pas vrai qu'on va se faire gérer par quelqu'un qui n'est pas à son affaire. Et donc, à chaque réunion, je me préparais comme si j'étais quand même la directrice du projet ou la chef de projet. Puis rapidement, après 2-3 rencontres, les autres gars disaient, ben finalement, on va prendre Cathy comme directrice de projet. Puis après ça, je me suis fait un nom. C'est devenu le contraire. Après ça, on voulait souvent que je le sois. Puis là, je suis comme, ben non, je ne peux pas être directrice de tous les projets qu'on fait. Là, à un moment donné, c'est trop de travail. Mais à l'université, ça a été la première fois où j'ai réalisé qu'il y avait une différence. Ça a été un choc. Mais est-ce que ça crée de la frustration, ça, de toujours devoir être plus préparé, de toujours devoir l'assumer, même sans qu'on l'offre, de toujours être le deuxième choix? Vous avez quand même bonne de ne pas vous décourager puis de dire, bon, ben tant pis, je vais juste comme... Parce que c'est un peu ça qui peut se passer dans bien des cas, c'est-à-dire des femmes qui ont un désir de leadership puis que finalement, à force de se faire dire non, vont juste dire, regarde, je vais garder la tête basse, je vais faire mes affaires puis ça va finir là. Oui, c'est sûr que c'est frustrant, c'est irritant, surtout la première fois que ça t'arrive. Mais après ça dépend de chaque personne. Moi, je suis plus du genre à me dire, ben, je ne vais pas me laisser faire, je vais faire ma place quand même. Et cette frustration, cette irritation-là, elle ne m'aide pas à grandir, elle ne m'avance pas. Je la mets de côté, puis c'est plus comment je fais pour prouver qu'ils ont tort, puis que je suis aussi compétente que les autres et que je vais y arriver. Donc, oui, il y a une composante de frustration et d'irritation, mais j'essaie de ne pas trop mettre d'énergie là-dedans, puis de regarder comment je peux faire changer les choses, définitivement. Parfait. Puis d'après vous, là, dans les sphères en général là, de leadership dans la vie publique, c'est quoi encore les obstacles qui persistent? On peut parler de la fameuse conciliation vie de travail, vie de famille, que clairement les femmes ont beaucoup plus de difficultés à naviguer. On l'a vu dans la dernière année aussi avec la pandémie, que les femmes ont été beaucoup plus nombreuses à quitter leur emploi ou à prendre un pas de recul dans leur emploi pour prendre plus de charges à la maison. Puis, il y a une espèce de cercle vicieux qui fait qu'à chaque fois qu'il y a un coup dur, c'est souvent la femme qui va prendre un pas de recul. Puis on en a discuté un petit peu en pré-entrevue, c'est-à-dire c'est un peu un réflexe que nous, on a, qu'on doit questionner, mais puis une dynamique de société en même temps. Donc ça, conciliation, travail-famille, c'en est un des éléments, mais j'imagine que vous en avez vécu d'autres, là, des réflexes que le milieu de leadership est un milieu d'hommes, donc les femmes se sentent peut-être moins à l'aise d'y aller. Donc, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse en 2021 pour continuer d'avancer dans la bonne direction? Et c'est une grande question. C'est une grande question. Que je me pose tout le temps. Puis je pense qu'il y a plein d'éléments. Évidemment, tu as touché un bon point, la conciliation travail-famille, c'est quelque chose. Puis je pense qu'on est victime de nous-mêmes parce qu'on veut la carrière, mais en même temps, on a de la difficulté à quitter le nid familial. Moi, la première, je voulais une carrière, mais là, ça fait des années que je me questionne comment je vais faire la conciliation travail-famille. Même que pendant mon MBA, ça me hantait tellement que j'ai fait un projet sur savoir quand je vais avoir une carrière, comment je vais concilier entre les deux. Je ne suis pas sûre que les hommes vont jusqu'à se faire un projet. Donc, j'ai interviewé des femmes dans des postes de leadership pour connaître leur recette magique et tout ça, tellement que ça m'habitait. Fait que conciliation travail-famille, un peu victime de nous-mêmes. Puis on doit continuer à accepter Est-ce qu'il y en a eu une recette magique avec ce projet-là? Est-ce qu'on l'a trouvé?
Bon, ben oui, pour de vrai, j'ai eu des réponses à mes questions. Très rapidement, je pense qu'il faut que tu trouves ton propre équilibre à toi-même. Ça a été très clair à toutes les femmes à qui j'ai parlé. C'est que mon équilibre à moi ne sera pas le même que le tien de quelqu'un d'autre. Et cet équilibre-là change à travers le temps. Fait que c'est toujours de se re-questionner, savoir déléguer, beaucoup déléguer. Donc, moi, j'ai appliqué ça. Là. J'ai une femme de ménage, quelqu'un qui fait la nourriture, quelqu'un qui m'aide pour un paquet de choses. Donc, déléguer, accepter de ne pas être parfaite. Et pour moi, pour ma part, c'est d'accepter de ne pas rentrer dans le modèle de la famille typique, la maman qui est là tous les matins, tous les soirs, qui fait tout le temps les devoirs avec les enfants, qui est là à fait ça. Fait que oui, il y a certains, puis être bien entouré d'un conjoint. Donc, il y a plein de choses. Ce sujet-là m'a beaucoup aidé. Les autres choses, je pense qu'il faut qu'on continue à faire, puis que je prends conscience, c'est take the stage. J'avais eu une formation il y a longtemps sur notre capacité à se mettre en valeur, à assumer nos réalisations, à en être fiers et d'aller chercher quelque chose à la hauteur de ce que l'on vaut, de ce que l'on est capable. Je ne veux pas stéréotyper, mais je pense que les filles, on a souvent tendance à diminuer un peu ce qu'on a fait, à le banaliser un peu. Fait que je pense que si on veut continuer à assurer des postes de leadership, il faut continuer à davantage se mettre en valeur puis croire en nos compétences. Tu sais, tout le monde, moi-même, tout le monde, tantôt tu parlais de moi, de toutes les reconnaissances que j'ai, puis je suis comme, ah ouais, c'est moi ça. À chaque fois, moi-même, je suis étonnée. Je finis mon mandat dans un an, il faut que je me trouve un nouveau poste bientôt. Puis j'ai moi-même, malgré le discours, cette réticence-là à vouloir mettre en valeur, fait que très certainement se valoriser, prendre la place qui nous revient pour aller chercher les postes auxquels on a droit pourrait très bien être un autre élément important pour assurer le leadership. Mais c'est une grande question, il y a plein d'éléments. Oui, le fameux syndrome de l'imposteur aussi, là, dont on a de la difficulté à se débarrasser, alors que peut-être de façon générale, là, puis il y a des exceptions, on ne veut pas généraliser ou stéréotyper, mais peut-être que les hommes ont plus confiance en leur capacité juste d'assumer les rôles qui leur sont donnés, alors que nous, on fait beaucoup plus d'analyse, puis de questionnement, puis d'introspection. Effectivement. Nous, on regarde une description de poste, puis on n'est pas sûr qu'on a tout, quand dans les faits, on dépasse largement. Puis souvent, certains de mes amis vont regarder, puis je suis comme, je suis pas sûre que tu as tout ce qu'il faut. Eux autres sont convaincus. Puis encore une fois, je ne veux pas stéréotyper. J'ai des hommes qui sont moins confiants, des femmes qui sont plus confiantes, mais en général, les études le montrent. Les femmes, souvent, ont l'impression qu'elles n'ont pas tout ce qu'il faut pour le poste, alors que dans les faits, c'est le contraire. Puis, quel rôle les hommes doivent-ils jouer dans l'atteinte de cette solution-là? Parce que si ça demeure un enjeu de femmes, les risques qu'on arrive à changer les choses sont minces. Il faut avoir des alliés aussi dans l'autre équipe. Donc, quel rôle les hommes doivent-ils jouer? Les hommes qui, présentement, sont en position de leadership, mais aussi ceux qui sont autour de nous pour qu'on y arrive en tant que société. Mais moi, je pense qu'ils ont un rôle clé. Je pense qu'on va faire vraiment avancer les choses si les hommes embarquent dans la solution. Et ça peut être à tous les niveaux. Je m'excuse, j'ai le live. Ça peut être à tous les niveaux, que ce soit nos conjoints, notre famille, nos employeurs, nos amis peuvent tous jouer un rôle clé pour faire en sorte que les femmes aient plus de place. Puis moi, je pense que c'est vraiment ensemble qu'on va y arriver. Si c'est juste entre nous, on ne va pas y arriver. Les hommes doivent y croire aussi, nous faire la place et adhérer à des politiques qui vont faire en sorte que les femmes vont avoir leur poste de leadership. Donc, je pense que c'est à tous les niveaux. Ce n'est pas juste au niveau des employeurs, collègues, amis, conjoints, familles peuvent nous aider dans cette mission-là. Puis, dernière question rapide, là, avant qu'on arrive déjà à notre 15 minutes. Mais le télétravail là, de la dernière année, pour parler d'un enjeu d'actualité, est-ce que ça a été un couteau à double tranchant, justement, pour la réalité des femmes dans des positions de leadership? Ou est-ce qu'au contraire, ça a aidé une meilleure conciliation de travail-famille, selon vous? Bien, selon moi, ça a ses deux avantages. Par exemple, pour moi, c'était un enjeu, la conciliation travail-famille. Je m'excuse du bruit. C'est drôle. Et donc, le fait de pouvoir être à la maison, ça a fait en sorte que j'ai pu retisser des liens vraiment serrés avec mes enfants, plus serrés. Fait que ça a été, j'ai décidé de voir ce côté-là positif. D'un autre côté, j'étais sur un appel avec d'autres femmes à travers le Canada qui est dans l'initiative dont je vous parlais pour le 30 en 30. Et elles parlaient de leur réalité à la maison, le fait qu'elles étaient revenues à la maison. Et ça faisait en sorte qu'elles ont dû délaisser leur carrière parce qu'elles étaient à la maison et toutes les tâches leur revenaient encore plus sur elles. Fait que je n'ai pas de réponse dire est-ce que c'est un avantage, c'est un inconvénient. Je pense que ça dépend comment on utilise
le télétravail, puis comment on le répartit dans le couple pour vraiment que ça devienne un avantage, parce que j'ai vu pour d'autres que ça a été plus une nuisance. Fait qu'il faut vraiment l'utiliser comme il faut. Mais je pense que si on l'utilise comme il faut, ça peut très certainement aider à assurer que les femmes aient un plus grand leadership dans le marché du travail. C'est fantastique. Je pense qu'on a à peine eu la chance d'effleurer là, cet immense sujet. Mais j'espère qu'on n'a pas fini d'en parler. J'espère que la fin de la pandémie va nous amener de meilleures nouvelles aussi pour la condition des femmes au Québec et dans le monde. Mais merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était vraiment agréable. Puis félicitations pour vos accomplissements extraordinaires. Si rapidement dans votre vie. Puis je suis certaine que les prochaines étapes de votre carrière seront tout aussi intéressantes à suivre, quelle que soit leur nature. Ben, merci beaucoup de l'invitation. Ça m'a fait plaisir. Il y a plein d'autres choses à dire. Puis comme tu dis, je pense que c'est un dialogue qui va se poursuivre encore dans le temps, dans les prochaines années pour faire avancer le dossier. Fait que merci encore de l'invitation. Ça m'a fait plaisir d'être ici. Ben, merci à tous les participants aussi de vous être joints à nous pour l'édition de mars. Et restez à l'affût pour l'invitation pour le mois d'avril avec des nouveaux sujets. Donc, merci à tout le monde qui se sont joints aujourd'hui. Je vous souhaite une belle fin de journée, puis une belle fin de mois de mars. Merci. Bye bye. Au revoir.